est une session pro-iranienne. Non, le djihad islamique est le premier à avoir tiré sur les ordres de Téhéran. Laissez parler les autres. Nous sommes plusieurs ici à avoir quelque chose à dire. Moi, je veux relayer la pensée forte de mes amis israéliens Mikado, Michel Warshawski, Amira Haas, Gideon Lévy, qui disent le gouvernement intérimaire israélien actuel ne veut pas la paix. Et c'est ça qui est grave. Car s'il voulait la paix, il négocierait avec le Hamas facilement. Le Hamas serait tout disposé à revenir simplement aux frontières de 1967. Il l'a dit à des interlocuteurs nombreux. Mais les Israéliens n'ont pas d'intérêt réel pour la paix. Ils veulent garder les colonies, ils veulent garder l'occupation. C'est ça qui est contraire au droit international, aux conventions de Genève. Moi, je suis un défenseur acharné du droit international qui est bafoué par Israël au point maintenant, après ce qui se passe à Gaza, de pouvoir être traité par des hauts fonctionnaires internationaux comme criminels de guerre. Moi, je crois qu'il faut quand même nuancer un petit peu. On parle du Hamas, mais sans vraiment préciser ce que c'est. Je crois qu'il faut peut-être un petit peu en donner un peu plus de substance. Bon, et commencer par dire que sur ces positions, il y a les positions idéologiques de base qui sont, en effet, dans la charte de 1988, qui est une charte quand même, comme vous l'avez dit, qui est quand même assez terrible à bien des égards dans les articles qu'elle contient, qui s'inscrit clairement dans la filiation des frères musulmans, ce qui est tout à fait normal puisque c'est tout à fait proche de l'Égypte et donc généalogiquement on comprend tout à fait ce lien. Mais ce qu'il faut voir au niveau de l'évolution, il ne faut pas uniquement, je crois, se focaliser aussi sur la charte, il faut aussi voir comment ils ont pu évoluer et s'ils ont évolué. Il faut se poser la question. Et à mon avis, ce qu'on peut dire sur l'opposition, puisque nous en avons parlé ici, par rapport à Israël, c'est que très clairement, ils ne reconnaissent pas la légitimité de l'État. Mais ils sont prêts à une trêve de longue durée qu'ils appellent Houdna, qui peut durer 30 ou 40 ans. Donc c'est ça la possibilité d'ouverture. Il faut être assez clair sur ce qu'on a. Donc on est quand même dans un registre très différent du type d'accord qu'on essaie de négocier entre d'un côté les Israéliens et de l'autre côté l'autorité palestinienne, où là on est dans une reconnaissance mutuelle de légitimité. On n'est pas du tout dans le même type de registre entre Hamas d'un côté et Israël. Et ça c'est pour donner quand même le background aussi quand même du conflit actuel, et on ne peut pas le comprendre si on n'intègre pas cette dimension-là. C'est pour ça que depuis l'arrivée du Hamas au pouvoir, d'abord par les élections, en effet en janvier 2006, il y a exactement 3 ans, et ensuite par son coup de force en juin 2007, à Gaza, on a alterné les périodes de calme relative avec des trêves qui ont été négociées, et de ce point de vue-là, le Hamas a été plutôt fiable dans le respect de la trêve, grosso modo. Bon, il y a eu évidemment des écarts de part et d'autre, mais c'est un point essentiel. Oui, ce que vous dites là, c'est essentiel. Mais bien sûr, je veux dire, il faut reconnaître que pragmatiquement, dans la gestion de tous les jours, il a su adopter des positions pragmatiques. Mais il a aussi su adopter, et on peut se poser la question pourquoi, et il n'a pas voulu reconduire formellement la trêve à la mi-décembre. Mon analyse, même si c'est assez compliqué de savoir ce qui se passe à l'intérieur d'un mouvement qui est en grande partie clandestin, c'est que les courants plus radicaux ont pris le dessus au cours de l'automne, et une des raisons, c'est certainement qu'ils n'ont rien obtenu de tangible au niveau du blocus. Je dirais très rapidement, juste pour réagir à ça, je dirais que non seulement à Gaza, on n'a rien obtenu, mais même en Cisjordanie, dans les discussions avec Mahmoud Abbas, rien n'a été obtenu. En fait, on n'a jamais rien obtenu de rien. Et donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément que vous voulez dire, excusez-moi, on n'a rien obtenu d'Israël, vous voulez dire? D'Israël, il n'y a rien, il n'y a absolument rien, ni les uns ni les autres. La seule chose, c'est que les colonies de peuplement continuent en Cisjordanie. Au moment où on parle de trêve, elles se multiplient en Cisjordanie. Et le deuxième élément qui pourrait être ajouté à votre élément d'analyse, c'est que la deuxième des choses, c'est que ce qu'on entend à Gaza pendant la trêve, c'est qu'effectivement,
il y a déjà des préparatifs en Israël de rompre la trêve et d'intervenir à Gaza. Ça, c'est entendu à Gaza. Nous, on n'a pas su à la fin de la trêve qu'Israël allait intervenir. On en a entendu parler déjà, même à l'extérieur avant. Donc ce que vous dites, c'est qu'ils ne veulent pas reconduire la trêve. Ils entendent que du côté israélien, il va y avoir une intervention. Et cette intervention, ben, on l'a aujourd'hui sur les yeux. A priori, que personne ne voulait reconduire la trêve. Je vous donne pas la parole. Les états-majors sont payés pour avoir de projets. C'est après les gouvernements qui donnent l'ordre. Donc, le fait qu'il y avait des plans, ça ne veut rien dire. Mais est-ce que vous êtes d'accord? Les états-majors ont des projets. C'est normal d'avoir un plan d'envahir le... Bien sûr. L'Union soviétique Ils sont payés pour. avait des plans pour envahir la France. Ils sont payés pendant pour. les 40 années. Ils sont payés pour avoir des plans. C'est vraiment un Finissez, Guil, et je vous donne la parole. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que côté israélien, et je partage la critique, il y a un problème avec la colonisation. Il y a un grave problème. Alors ce que je veux dire aussi, qu'il y a quand même des faits. C'est que d'un côté Israël continue la colonisation, d'autre côté elle a montré par 2 fois, avec l'Égypte en 82 et en Gaza en 2005, qu'elle est capable aussi de faire le contraire, de démanteler le colonie d'implantation. Et je pense que ce sont des points extrêmement importants, parce que l'autre grand empêchement, très grand empêchement, est malheureusement, à mon avis, que la société palestinienne est incapable d'avoir une synthèse nationale et d'imposer un compromis. C'est-à-dire que n'importe quelle force politique crédible n'a pas le choix que de s'aligner sur le plus radicaux. Autrement, tout part en éclat. Donc il y a 2 empêchements. Il y a le problème de colonisation côté israélien, que j'ai montré que les Israéliens sont bien capables de surmonter. Ils sont quand même avant, pendant les négociations avec l'Égypte, Israël a continué, ils ont construit des maisons qui étaient démontées 12 ans plus tard. Donc Israël est bien capable, elle a montré avant qu'elle est capable. Le problème, c'est que les Palestiniens ne montrent pas de leur côté qu'il y a un gouvernement, un courant politique qui est capable de quelque chose qui n'est pas le dominateur commun le plus large, et donc le plus radical. C'est un discours qui est aussi vieux que le conflit. C'est un discours colonial qui a une terminologie en apparence objective et une terminologie d'analyse sociopolitique. C'est un discours qu'on n'a pas arrêté d'entendre. Vous ne pouvez pas. Les Israéliens n'arrivent pas à comprendre que jusqu'à présent, s'il y a un partenaire qui a fait une concession et qui a été infiniment plus capable qu'eux, c'est le partenaire palestinien. Car c'est le partenaire palestinien qui, sans jamais il renoncera à savoir que la Palestine est sa patrie, c'est quand même le partenaire palestinien qui a accepté de la partager et qui a fait ce compromis historique. Et ça, Israël, à ce jour, n'a pas été capable de faire le moindre pas en termes de processus de paix et d'application des accords signés par tout leur gouvernement. Je ferme la parenthèse car on n'est pas là pour ça. On n'est pas là non plus pour faire. On est en train d'entrer dans beaucoup de sujets qui sont des sujets post-affrontement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est passionnant et très important de discuter de l'évolution du Hamas, sa nature, des tendances, des courants. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'extrême urgence. Oui. Notre problème n'est pas de savoir si le Hamas un jour négociera ou pas, si Israël un jour pourrait démanteler ses colonies ou pas. Nous avons un problème crucial, qui est un problème d'impunité absolue, car il se déroule sous nos yeux un massacre de populations civiles. On ne peut pas discuter d'autre chose aujourd'hui. Il y a cette urgence et il y a une réponse à donner à cette urgence. Je vous dis 2 choses. Dans la nuit du 4 au 5 janvier, l'armée israélienne avait dans la journée opéré une percée qui avait un peu coupé une partie de la ville de Gaza, pas de la bande. Donc dans les 360 km, il y a une ville, la ville a été coupée. Bon. Avec la densité que je vous dis, et cette ville, cette portion de la ville, se retrouvait totalement encerclée, puisque les Israéliens sont dans la mer, au nord, du côté d'Erez, à l'est, et il y avait donc un couloir qui a été ouvert par une unité spéciale de l'est vers l'ouest, vers la mer. Cette nuit-là, à l'aube, l'état-major israélien annonce que son aviation a fait 170 raids aériens. Vous réalisez ce que ça veut dire ?
Et avec cette espèce de truc tout à fait gentil, ah vous savez, on leur a téléphoné pour leur dire d'évacuer leur maison, et on a dit à la population civile de partir. Mais elle partirait où, la population civile? Elle va où? Elle se jette dans la mer? Elle va où? Ça, en plus, vous réalisez ce que c'est? C'est un bidonville. Vous savez ce que c'est un tapis de bombe? 170 raids aériens? Alors pourquoi sur 1 million ça c'est une riposte d'habitants, il n'y a que 300 ou 400 morts civils? Si attendez.